old and extraordinary. Bienvenue dans Owning Extraordinary. Je m'appelle Karine et ce podcast existe pour avoir des conversations honnêtes, nuancées et bienveillantes sur le médico-esthétique. On a remarqué que sur le marché, il y avait beaucoup de podcasts qui s'adressaient aux injecteurs, aux médecins, aux infirmières, mais pas beaucoup aux patients, puis comment naviguer ce monde très saturé et très mélangeant, en fait. Aujourd'hui, on va parler de red flag et de green flag. Alors, comment choisir un professionnel en médico-esthétique à qui vous faites confiance? Quels sont les signaux qui devraient soit vous rassurer ou vous faire hésiter? Et c'est vraiment un sujet que moi, dans mon entourage, les gens me demandent comment naviguer ce monde-là. Et on va l'aborder sans tabou aujourd'hui. Alors, pour explorer ce sujet avec moi, j'accueille Cyril Nogrette, qui est notre consultant en médico-esthétique dans notre clinique du Vieux-Montréal. On a 27 cliniques à travers le Canada et Cyril travaille dans la clinique du Vieux-Montréal. Merci d'être avec moi aujourd'hui, Cyril, et bienvenue. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être ici. Super. Alors, on va commencer avec une brève introduction sur toi, qui tu es et ton parcours dans le médico-esthétique. Raconte-nous ça. Donc moi j'ai commencé j'ai commencé d'abord dans l'esthétique avec le maquillage, donc j'ai vraiment traité la partie extérieure de la peau, tout ce qui était le partie camouflage, j'ai trouvé ça un petit peu frustrant de justement passer tout le temps dans le camouflage sans pouvoir aller traiter les problèmes de peau qui étaient en dessous. Donc j'ai commencé à faire de l'esthétique de base en faisant des études. Là j'ai fait donc dans des petits salons rose poudrés comme je dirais. Et ensuite donc j'ai commencé à travailler dans de l'esthétique un petit peu plus avancée. J'ai été technicien esthétique pendant un bon moment, puis ensuite je suis passée plus sur la direction. Finalement, j'ai été directeur multiclinique, puis me voilà maintenant sur le rôle de consultant. Je trouve qu'il y a une corrélation qui se fait là-dedans parce que dans le rôle de direction, on gère beaucoup notre personnel et le bien-être de notre personnel s'impacte beaucoup sur la façon dont on va aborder l'expérience avec les patients. Et comment le domaine esthétique, à ton avis, a-t-il évolué dans ces dernières années? Qu'est-ce que tu vois chez tes patients qui a changé? Déjà, il y a beaucoup de choses qui ont pu évoluer en termes de technologie et de compétition entre les grandes firmes qui travaillent dans ce milieu-là. Donc, on a vraiment développé des technologies qui sont beaucoup plus pointues, qui vont travailler beaucoup plus sur des résultats. Je pense qu'il y a quelques années, on voulait dans les cliniques plutôt avoir beaucoup de différents types de technologies pour aborder plus de problématiques. Maintenant, on aborde vraiment un résultat et le fait qu'ils se fassent concurrence les uns avec les autres, ça a poussé vraiment à développer les technologies, que ce soit à la fois au niveau moléculaire avec les injectables qu'avec la partie technologique. Et ça a amené aussi une ouverture d'un plus grand public. On a beaucoup d'hommes actuellement qui viennent nous voir en clinique. Parce que justement, on s'est ouvert à un rapport qui est un peu plus à la confiance et on sait que la jante masculine a besoin d'avoir confiance, que ce soit direct, que ce soit concis. On a vu que les gens sont beaucoup plus informés. Ils connaissent beaucoup plus les termes à utiliser, parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais sens. C'est ce que j'allais dire. C'est ça, c'est qu'on a des gens qui sont plus informés et ça s'est beaucoup démocratisé. On le voit beaucoup plus maintenant comme vieillir comme une belle version de nous-mêmes versus plutôt il y a quelques 10-15 ans comme étant plutôt donner du volume, changer la forme de notre visage. On a reconsidéré l'aspect de l'esthétique et on a divisé et on a rejoint le rose poudré Josie esthétique du coin de la rue avec justement les endroits plus très esthétiques de la chirurgie ou qui étaient vraiment très différenciés avant. On les a pas mal regroupés maintenant dans une seule et même expérience. Donc voilà. Mais malgré tout ça, malgré la démocratisation, moi, je trouve que dans mon entourage, il y a autant de confusion par contre, et sinon plus parce que, justement, on en parle beaucoup plus. Jadis, il y avait que des agents de comblement là, qu'on appelle des fillers en anglais ou des neuromodulateurs comme du Botox, etc. Aujourd'hui, on a vraiment plein de nouvelles catégories. Donc, est-ce que tu trouves que les patients sont plus confus ou plus éduqués?
Ils sont à la fois plus éduqués parce qu'ils savent qu'ils ont le choix et ils ont accès à ces informations. Malheureusement, ils sont des fois plus confus parce que avoir tout ce choix-là, c'est ne pas forcément savoir non plus ce qui est bon pour soi à ce moment-là. Donc, des fois, ils arrivent avec des certitudes qu'ils peuvent avoir vues aussi sur des réseaux sociaux, sur TikTok, mélangées avec les trends. Je pense qu'on en reparlera plus tard de toutes les façons. Mais ils arrivent avec des informations qui sont parfois erronées et pas adaptées à leur personne. Donc, c'est notre rôle, nous, dans les consultations, de venir désamorcer cette partie-là pour être capable de leur dire non, ça, c'est pas approprié, ou oui, ça, c'est approprié. Et souvent, ils entendent des noms qui sont associés à des types de traitements, mais ils n'ont pas la pédagogie qui va avec ça derrière, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qu'on va enclencher à l'intérieur de ce processus, de cette expérience, comment on va faire perdurer les résultats, et si leur patrimoine génétique leur permet d'accéder à ces services-là ou pas du tout. C'est là où ils sont un petit peu confus en général. Mais justement, parlons, on va sauter là-dessus pour aider nos patients à naviguer ce monde médico-esthétique qui peut être très confus pour tout le monde. Donc, on le sait que, comme tu viens de le nommer, il y a de plus en plus de propositions en termes de médico-esthétique, de prestataires de services, de compagnies, de publicités. Quel serait ton conseil numéro 1 pour quelqu'un qui se lance en esthétique pour la première fois? Comment naviguer ce monde-là? Par où commencer, en fait? Alors déjà, pas par ChatGPT. OK. Ce serait pas par là qu'il faudrait commencer. La première recherche qui est à faire, effectivement, c'est d'aller trouver une consultation dans une clinique qui a de l'allure. Donc, qu'est-ce que c'est que pour moi une clinique qui a de l'allure? C'est en bon français. En bon français, exactement. C'est une clinique sur laquelle on va avoir des informations sur les professionnels de la santé à l'intérieur. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un médecin? Est-ce que ce médecin-là, on peut avoir des informations dessus? Est-ce qu'il a un bon bagage derrière lui? Une transparence aussi sur les réseaux sociaux par rapport à ça. De regarder les avis, depuis combien de temps la clinique est ouverte, depuis combien de temps ces gens exercent, et de faire embarquer aussi un petit peu d'intuition à l'intérieur de ça, c'est-à-dire y aller sur l'idée que le conseil qu'on va aller chercher en présentiel, et donc là c'est pour ça que je ne dis pas sur ChatGPT, parce qu'on a besoin de voir la peau, de se déplacer, est-ce que ce conseil-là va avoir de l'impact sur le plan de traitement qui va être fait à la suite? Donc, je dirais que le premier conseil à la base, c'est d'avoir un interlocuteur qui est fiable par la recherche justement d'un bon endroit qui nous convienne. Il existe beaucoup de possibilités, mais il faut trouver la version qui s'adapte aussi à notre personnalité, à notre rythme de vie. Et dans ce moment-là, je dis que l'intuition doit rentrer un petit peu en ligne de compte. Donc, une fois qu'on a l'intuition, quelle question est-ce que la patiente pourrait ou le patient pourrait poser à son consultant comme toi? Et est-ce qu'on devrait être gêné de poser ces questions-là? On ne devrait jamais être gêné de poser des questions. Et je dirais même que dans l'autre sens, plutôt que de poser des questions à soi-même, si on tombe sur une bonne personne qui fait de la consultation, c'est cette personne-là qui doit poser plus des questions aux patients que dans l'autre sens. Parce que une bonne consultation, ça passe par un patient qui va parler beaucoup de lui-même, de son rythme de vie, de ses attentes, de ses complexes. S'il n'y a pas une relation de confiance qui se fait à ce moment-là pour que la personne puisse aborder toutes les phases de sa vie et de son chemin au niveau de l'esthétique, dans ces cas-là, on va avoir que la moitié du travail qui va être fait. On ne va pas forcément comprendre. Et que le patient pose toutes ces questions pour challenger la personne qui est en face. Déjà, il faut avoir soi-même les réponses à ces questions si on veut être sûr que la personne réponde bien. Mais c'est une bonne chose de poser des questions. Il n'y a jamais il y a jamais aucun professionnel de la santé qui va devoir éteindre ce nombre de questions pour pouvoir passer rapidement à autre chose, et encore moins si c'est pour passer directement au paiement. Donc non, il n'y a aucune question. Les questions les plus ciblées sont sur est-ce que c'est compatible avec ma médication, par exemple? Est-ce que je vais avoir des effets secondaires? Oui, les effets secondaires, on va devoir en parler. On doit toujours aborder ces questions-là. Combien de temps ça va me prendre? Mais est-ce qu'on peut poser des questions sur
la formation Absolument. du médecin. Tu sais, des fois, ça peut être intimidant de poser ces questions-là à un médecin ou à une infirmière ou à un consultant comme toi qui est très expérimenté. Est-ce que ça se fait de dire, parle-moi de ta formation, quelle expérience tu as, ça fait combien de temps que tu t'injectes? Est-ce que, en tant que prestataire, est-ce que ça t'insulte? Absolument pas, parce que tout comme il y a une transparence qui se fait dans un sens où on connaît la personne, il faut qu'on connaisse, il faut qu'il y ait une relation qui se bâtisse entre le professionnel et son patient, notamment pour qu'on ait un chemin qui se fasse sur la longueur, une confiance qui se fasse. Non, être absolument transparent, justement, bâti. On est deux humains. On a besoin de connaître notre interlocuteur. On va jouer aussi dans l'intimité. Selon les traitements, on va jouer dans l'extrême intimité de la personne. Je pense que si on était dans une date avec quelqu'un et qu'on rentre dans une intimité avec la personne, c'est un petit peu imagé, mais ça ressemble à ça. On a besoin de savoir aussi ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est absolument légitime de savoir si la personne qui va faire une procédure qui a des risques est capable de pouvoir la faire. Je vais challenger ton truc de ChatGPT parce que est-ce qu'il n'y aurait pas matière, par exemple, à utiliser ChatGPT pour fournir une liste de questions intelligentes à poser à son prestataire? Par exemple, j'ai 43 ans, je trouve que j'ai une laxité de la peau qui n'était pas là avant. Je suis intéressée par un Ultera, par exemple, qui est une technologie non chirurgicale pour le lifting du visage. Quelles questions, est-ce qu'on pourrait poser ça à ChatGPT? Quelles questions je pourrais poser à mon prestataire de service pour savoir si Ultera, c'est fait pour moi? Et là, ChatGPT te donnerait des questions intelligentes à poser à ton prestataire. Parce que des fois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Absolument. Absolument. Donc, mais l'utilisation d'une intelligence artificielle n'est pas du tout prohibée dans ce genre de prestations-là. Il faut comprendre que ChatGPT ou que les intelligences artificielles ne vont pas donner le résultat final, mais par contre, ils vont pouvoir nous aider pour pouvoir atteindre le résultat final. Ça veut dire qu'effectivement, c'est un outil supplémentaire pour pouvoir s'armer. Il y a des choses que le grand public ne connaît pas forcément sur ce qui se passe en arrière des cliniques, que ChatGPT peut effectivement lever des questions. Mais il ne faut pas utiliser ChatGPT pour poser des questions, oui, mais pour trouver la réponse, non. Ça, c'est une bonne nuance. Oui, ça, j'aime. OK, parlons de red flag et de green flag. Donc, quels seraient tes red flags, disons, top 3 red flags on va faire pour une clinique puis pour un prestataire. Quand je dis prestataire, ça pourrait être injecteur, technicienne, esthéticienne. Donc, 3 red flags pour une clinique. 3 red flags pour une clinique, c'est déjà un accueil qui n'est pas personnalisé. C'est-à-dire que la personne se sente comme un numéro, elle se sent brusquée. Il y a une question de gestion du temps qui est un petit peu compliquée, les horaires, trouver une consultation. La consultation est rapide, il y a quelque chose, des informations qu'on ne donne pas parce qu'on veut passer très rapidement à l'acte. Ça, c'est un premier red flag qui est important. Le manque de transparence avant d'arriver dans la clinique, c'est-à-dire on n'a aucune information sur cette clinique, on se retrouve dans un endroit qui ressemble à être chez quelqu'un, enfin je veux dire, il y a quand même un cadre à poser, sans parler d'enjeux financiers de ce qu'est une clinique, ça a un certain coût, ça veut dire que former son personnel, avoir un matériel, avoir un événement qui est accueillant, avoir un espace qui est accueillant, ça a un certain coût, ça veut dire que si vous êtes reçu dans un endroit qui est un petit peu exigu, un petit peu bizarre, le lieu par lui-même parle beaucoup. Maintenant, pour les prestataires, quelqu'un qui ne va pas lire le questionnaire médical, que ce soit à la fois médecin ou que ce soit médecin ou injecteur, parce qu'on a vu récemment qu'il y avait eu des cas où ce n'était pas forcément ni des médecins ni des professionnels de la santé qui injectaient. On va en parler. Donc, pas repasser au travers du questionnaire santé, pas de poser des questions de sécurité. Avez-vous pris le soleil récemment? Quelles sont vos dernières médications? Quel est votre mode de vie en ce moment? Avez-vous des choses que vous n'avez pas déclarées dans votre questionnaire médical? Et pour moi, le majeur red flag, c'est la prise du temps. Que ce soit pour une consultation ou pour un premier rendez-vous, il est absolument indispensable, et on le verra dans d'autres chaînes médico-esthétiques sans les nommer, qu'avoir des timings très, très, très serrés pour pouvoir prendre soin de son patient, c'est un red flag absolument énorme parce que ça veut dire aussi que le personnel est brusqué dans son temps. Ça veut dire qu'il va certainement prendre des raccourcis,
qu'on ne Faire veut des pas, erreurs. surtout avec certaines technologies. Ouais. Ouais. Excellent. Faisons les green flags maintenant. J'imagine, est-ce que c'est l'inverse? C'est ça, Donc, quelqu'un qui prend le temps. Ou absolument. est-ce que. OK. Ça va être ça, ça va être aussi l'accueil au préalable. Est-ce que les personnes que j'ai eues au téléphone avant d'arriver sont capables de commencer à me donner Ouais. les premières réponses à mes questions? Ouais. Est-ce que les informations sont claires? Est-ce qu'on utilise les bons mots pour parler des bonnes choses? Ouais. Par exemple, les neuromodulateurs, on a beaucoup vu ces temps-ci qu'il y avait des neuromodulateurs des fois, donc comme le Botox ou le Dysport, qui étaient affichés à $6 Ouais. en termes d'injection. Ouais. Est-ce que c'est vraiment cette molécule-là qui est abordée? Est-ce que c'est transparent? Est-ce qu'on Ouais. sait? Voilà. c'est ça. Mais justement, j'allais aborder, donc je vais sauter là-dessus. Euh, on est quand même en médico-esthétique. Mhm. Donc, c'est du médical. C'est réglementé par le gouvernement, heureusement, hein, parce qu'on veut on veut des paliers là, à tout ça. Il y a des injecteurs qui travaillent de leur sous-sol, que si c'est bien fait, c'est correct. Par contre, ils ne sont pas réglementés par soit une entreprise comme Victoria Park Medici-Spa. Ils ne sont pas vérifiés, quoi. Et il y a beaucoup de produits, hein, on sait, là, qui proviennent de la Chine, qui proviennent de... Et on n'a pas, justement, cette traceability, c'est pas tracé, là, en termes de produits comme tels. Donc, est-ce qu'on devrait poser des questions face aux produits, puis d'où ils proviennent et comment on pose ces questions-là? On peut poser les questions, on peut aussi regarder. C'est-à-dire qu'il Ah ouais. y a pas de mal pour un patient de voir la manipulation qui est en train d'être faite avec un produit devant nos yeux. Si la personne doit sortir de la cabine pour aller préparer son produit, Ah, là, je serais dans quelque chose où je demanderais, moi, en tant que patient, je ouais. demanderais à voir l'ouverture de cette boîte-là, par exemple. Ah ouais. Parce qu'on ne sait pas, la personne arrive avec des seringues absolument toutes faites en dehors de la cabine. Ouais. Ça doit être fait dans l'espace de travail. Et oui, il y a pas de problème du tout à poser des questions. Est-ce bien telle molécule? Ouais. Puis d'aller dans des structures qui sont régies par des compagnies qui sont plus grosses Ouais. donne une certaine sécurité, Ouais, puisque je suis ça veut dire d'accord. qu'il y a des accords qui sont faits avec ces compagnies pharmaceutiques ou ces Ouais. compagnies d'injectables. Exact. Ça veut dire qu'on a une forte traçabilité à Ouais. l'arrière. On a aussi des fortes assurances, des fortes Ouais. responsabilités qui sont faites derrière ça. Exactement. Que dans un sous-sol, ben, on n'a même pas la possibilité des fois de vérifier la date de péremption parce Ouais. qu'on sait que des injectables peuvent être injectés après la date de péremption. Ouais. Dans un sous-sol, on n'a aucune traçabilité par rapport à ça. Donc oui, peut-être que la seringue va être un quart du prix que celle qu'on aura fait dans une structure qui va être un petit peu plus grosse, un petit peu Ouais. plus chère, mais on aura au moins la certitude de ce qui a été injecté et de la réussite, parce qu'on peut injecter un truc à 25% Ouais. du prix original, mais ça va durer peut-être un mois aussi. Ouais. Il y a aussi la longévité derrière Ouais. aussi qui est à prendre en considération. Et malheureusement, il y a des cliniques qui carrément utilisent des termes qui ne devraient pas, quoi. Donc, ils disent que c'est du Botox, mais Absolument. ce n'est pas du Botox. Absolument. On voit ça aussi dans les lasers. J'ai appelé une clinique récemment. Donc, le Forever Young BBL, c'est un IPL avancé qu'on appelle. Donc, IPL qui est Intense Pulsed Light. Et nous, chez Vic Park, on a les deux, mais notre traitement chouchou, c'est vraiment le BBL. Et il y a plusieurs cliniques, lorsque tu les appelles, je l'ai fait moi-même, là, j'ai fait le test, et ils disent oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand ce n'est pas la même chose. Et il y a matière à utiliser le IPL parfois, il y a matière à utiliser le BBL, mais ce sont deux technologies distinctes. Et carrément, ils vont dire oui, c'est la même chose. Et c'est quelqu'un qui n'est pas éduqué là-dedans peut se faire avoir, quoi. On en a eu beaucoup Ah ouais. des vagues. Moi, j'en ai encore beaucoup, notamment pour le laser hair removal, donc vraiment le laser pour Oui, retirer les l'épilation poils. laser. Parce Ouais. qu'il y a quelques années, il y avait la grande mode des tickets Groupon ou des tickets Oui. ou peu importe, puis on allait faire des traitements en disant c'était du laser, c'est du laser. Puis moi, je revois des gens qui sont comme moi, mon traitement de laser, il n'a pas du tout fonctionné, j'ai tout qui est revenu. Ouais.
est-ce que c'était pas de la lumière intense pulsée? Parce qu'à une époque, on appelait le laser, Oui. tout ce qui faisait de la lumière, c'était du laser. Maintenant, je vois même sur Internet, on peut s'acheter du laser pour faire à la maison. Ouais. D'ailleurs, je mets une petite parenthèse à faire attention avec ces choses-là, parce Ouais. que le laser à faire à la maison, c'est quelque chose qui va vous sous-traiter. Ça veut dire que votre poil va devenir blanc. Si votre poil est blanc, on ne pourra plus jamais le retirer. Donc, on fait attention avec ça. Mais le laser et l'IPL, ce sont deux technologies qui font de la lumière qui n'ont pas du tout le même résultat. L'IPL, à la base, a été créé pour retirer les taches pigmentaires. Ouais. On s'est aperçu que ça toastait des poils. Formidable. Mais ce n'est pas une épilation définitive. Ouais. Fait qu'à faire attention à l'épilation, se Ouais. demander quelle est la technologie, prendre un temps de recul sur... Ouais. écoutez, je vais me renseigner. Où Ouais. avez-vous une brochure juste devant moi, Ouais. devant vous ou quoi, pour que je puisse me renseigner? C'est important de se renseigner, surtout quand on travaille avec des technologies avancées. Mais justement, l'épilation laser, c'est tellement un bon point que tu amènes parce que, tu sais, moi, je suis la directrice marketing, donc j'évalue tout le temps nos prix versus ceux de la compétition. Et l'épilation laser, c'est vraiment un point d'interrogation que je me pose parce que, en toute transparence, on est plus cher que la compétition en épilation laser. Par contre, on a une technologie qui est la plus avancée sur le marché. On a la G-Max Pro. Et pour l'avoir fait moi-même, premièrement, on peut traiter tous les types de peau, ce qui est rare. C'est extrêmement rare. Donc, une peau plus foncée. Puis, peux-tu nous expliquer, on va faire un aparté épilation laser. Explique-nous pourquoi c'est pas normalement tous les types de peau qui peuvent être traités par l'épilation laser. La plupart des lasers ne peuvent pas aller traiter les peaux les plus foncées parce que c'est une question de c'est comme la pupille au niveau de l'œil. C'est-à-dire que le laser doit voir le contraste entre le poil et le fond de la peau. Ouais. Ce qui veut dire que si le laser n'a pas cette compétence de faire ce focus-là, il ne va pas faire la différence entre la couleur noire et la couleur plus foncée du fond de la peau. Parce que le laser crée une friction une friction sur la couleur noire pour détruire le poil. Donc, à ce moment-là, si le laser n'a pas la capacité de faire un focus, ça veut dire qu'il va envoyer son courant, sa lumière directement sur la peau. Donc, dans ces cas-là, on s'expose à des brûlures. Puis, pour ne pas renommer d'autres types de cliniques, des fois, on a tendance à ne pas demander le patrimoine génétique de la personne, mais ça compte beaucoup. J'ai un patrimoine génétique algérien, alors que je suis transparent. On ne va pas pouvoir me traiter de la même façon que quelqu'un qui va être complètement blanc, polonais. On ne peut pas traiter. Quand on a des personnes qui sont encore plus dans un spectre foncé, on a des grandes chances de faire des brûlures à la personne et vous aurez payé votre traitement et vos forfaits avec un traumatisme supplémentaire qui est ces personnes-là ne sont pas capables de prendre en considération les peaux les plus foncées. Le Gentle Max Pro est une technologie qui justement a la capacité de pouvoir aller travailler avec tout un nuancier de couleurs pour pouvoir être sécuritaire. Et ça se paye. Ça se paye aussi parce qu'il y a une sécurité à l'arrière qui fait qu'on n'aura pas brassé plein de questions juste pour pouvoir faire un traitement. On va vendre un traitement qui va durer dans le temps et qui va être sécuritaire pour la peau. Exactement, et efficace. Absolument. Donc, chez nous, un des problèmes qu'on a, c'est que les gens ne requièrent que 3 traitements. ils ont quand même une réduction significative de leur poil. Donc, oui, on est plus cher, mais il t'en faut que 3 habituellement. Puis après, on peut aller jusqu'à 6 traitements, dépendamment du poil, etc. Mais il y a une efficacité qui vient avec le prix. Il y a une efficacité, il y a aussi une expertise parce que de savoir que la technicienne qui est formée sur une technologie qui est capable de voir beaucoup plus large spectre, donc de pouvoir jouer avec beaucoup plus de paramètres qu'une technologie autre qui va être juste sur un champ réduit. L'expertise des 2 techniciennes sur ces 2 machines-là ne va pas être la même. La formation ne va pas être la même. Donc, l'investissement qu'on doit remettre à l'intérieur de la formation de cette personne n'est pas la même. Ça a un coût aussi. Ça a un coût, exactement. Donc, justement, j'allais te poser, puis là, je pense qu'on vient d'y répondre, mais est-ce que toutes les cliniques offrent le même niveau de soins pour une technologie? Tu sais, disons, quelqu'un qui a le Gentle Max Pro, clinique X, clinique Y qui a le Gentle Max Pro, est-ce que forcément, ça va être le même niveau de soins, à ton avis? Pas forcément. Ça dépend pas mal de comment la gestion est faite. Ça dépend aussi pas mal des priorités qui sont données de cette compagnie. Est-ce que la priorité va être de promouvoir beaucoup plus
le résultat, le prix pour pouvoir, enfin pas le résultat justement, le prix pouvoir closer des deals rapidement, ou est-ce que le but c'est d'aller travailler sur l'expérience du client qui passe aussi par la formation de ses employés. Fait que non, on peut ne pas avoir du tout les mêmes résultats d'un endroit à l'autre. Si ça se trouve, avec Gentle Max Pro de cette clinique-là, on va faire 12 traitements, alors qu'avec l'autre, on en aura fait 8 traitements, ou peut-être même 6, parce que la personne aura été mieux formée, plus expérimentée, et aura aussi... le fait de voir aussi plus de patients donne plus de possibilités à la personne de s'auto-développer aussi. C'est aussi ça à se donner. Justement, tantôt, on parlait de patients qui viennent chez nous après avoir été ailleurs. Puis, bon, c'est sûr que ça arrive partout. Il faut corriger le sort un peu. Quelle est la situation la plus courante que tu vois à ce niveau-là? C'est quoi le contexte le plus courant? Le contexte le plus courant, j'en ai deux. Un, c'était le laser, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça, récupérer des gens qui ont été traumatisés parce qu'ils ont des brûlures. Les brûlures sur les peaux les plus foncées, ça laisse des traces qui sont très difficiles à faire repartir. Donc il y a un espèce de traumatisme, il y a un manque de confiance après dans une procédure esthétique, que ce soit pour le laser ou pour autre chose. Cette personne-là, il va falloir vraiment qu'on retravaille sur la confiance. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième aussi, c'est les plans de traitement bâclés et trop courts pour vendre des traitements à l'unité. Je donne un exemple. Ce que j'ai beaucoup en ce moment, c'est pour la cryolipolyse, pour le laser. Pour le cool sculpting, par exemple, la cryolipolyse, donc perdre du gras par le froid. Des personnes qui me disent, moi, je l'ai essayé, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure, mais moi, je l'ai essayé, puis j'ai fait un traitement, ça n'a pas fonctionné. Puis là, je pose la question, je dis, mais un seul traitement, c'est-à-dire genre sur une seule zone a été traitée juste une seule fois. Quand on sait que le protocole qui est donné actuellement, c'est de faire au minimum 2 fois sur la même zone, et c'est sûr et certain que là, vous avez dépensé, je ne sais pas combien vous avez payé votre cycle, mais vous avez dépensé de l'argent pour rien. Parce que ça n'aura pas fonctionné. D'avoir une transparence dès le début du plan de traitement sur une quantité de traitement pour l'efficacité donnée, c'est extrêmement important. Et de bien nommer qu'un seul traitement ne serait pas efficace, c'est aussi extrêmement important. C'est pas mal ces 2 points-là, le sous-traitement et en fait le surtraitement et le sous-traitement, c'est-à-dire un mauvais dosage des paramétrages et une sous-évaluation du nombre de traitements qui serait requis. Mais tu m'inspires à dire que je pense que le conseil qu'on pourrait donner à nos patients potentiels ou aux gens qui considèrent des traitements médico-esthétiques, est-ce que tu serais d'accord avec moi de dire qu'on ne devrait pas, en tant que client ou en tant que patient, faire ressentir aux consultants que le prix, c'est notre priorité numéro 1. Je t'explique. Parce que, comme tu viens de dire, j'ai comme l'impression qu'en tant que prestataire de service, si tu as le ressenti que ton patient ne veut pas dépenser plus de, exemple, un cycle cool sculpting peut être 800 $, à prix régulier, bien entendu. Donc, tu vas lui proposer juste 2 cycles, là, un traitement cool sculpting, parce que tu as comme peur qu'elle refusera, comme tu viens de dire, tu as peur que la personne va refuser, en fait, le protocole qui serait vraiment meilleur pour eux. Donc, en tant que patient ou de client potentiel, je pense qu'il faut aller en consultation, il faut aller voir son prestataire de service avec une ouverture et ne pas limiter le protocole de traitement au prix, en fait, parce que là, tu n'auras pas, justement, en tant que client, tu n'auras pas le protocole qui est nécessaire. Oui, absolument. Donc, il faut comme enlever ce... Normalement, lors d'une consultation, le prix doit être abordé à la toute fin. Et ce n'est pas dans un but de faire monter un teasing pour le patient et qu'il se sente pris à la gorge. C'est parce qu'il y a toute une explication pédagogique à l'arrière. Il y a un engagement aussi de la part du patient à comprendre il peut y avoir un engagement financier, mais il y a aussi un engagement personnel dans son rythme de vie. On va reparler effectivement du cool sculpting, mais c'est sûr que ça vient avec une hygiène de vie qui va à arrière. Si on fait du BBL, il va y avoir une protection avec de la vitamine C, il y a tout un engagement à faire derrière. Derrière un CO2 ablatif, il y a un engagement personnel. Donc,
la personne doit arriver avec une certaine ouverture face à son engagement, face à son rythme de vie et face à combien elle veut être capable de pouvoir dépenser. On va toujours, normalement, dans une bonne consultation, on va toujours présenter le plan le plus idéal. À la suite de ça, on va être capable de voir dans l'ordre des priorités. Un bon plan de traitement selon la problématique ne va pas se faire sur un traitement one shot demain matin. C'est hors de question. Donc, si ça se trouve, les modalités de paiement, on peut les étaler. On peut voir quel est l'ordre de priorité dans lequel on va traiter les choses. Mais non, il faut pas arriver avec je vais faire juste 2 traitements et voir ce que ça donne, parce que dans ces cas-là, c'est comme aller au restaurant, commander un plat, arriver avec une assiette vide et se dire qu'on a payé pour strictement rien. Ouais. C'est exactement la même chose. On le ferait pas pour ce qu'on mangerait, fait qu'on le ferait pas normalement non plus pour le type de traitement. Mais j'adore le conseil de demander son plan de traitement. Mm-hmm. Et ensuite, les modalités de paiement. Parce que, puis même si on ne peut pas se le permettre, exemple, mais on sait au moins quel est l'idéal. Absolument. Et qu'est-ce qui est proposé. Si on arrive d'emblée avec des restrictions de prix, on n'aura pas le plan qui est vraiment fait pour nous. Non. Alors, le prix, c'est en dernier, comme tu dis. J'adore ce conseil-là. Et le prix dépend aussi, je le vois de plus en plus dans ce que j'essaie de présenter aux gens, dans la superficialité du traitement. Un prix qui va être le plus bas, va aller sur un soin hydrafacial ou BLAMD, donc quelque chose qui va être très en superficie de la peau. C'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. C'est quelque chose qui va donner un effet passager ou qui va préparer la peau à d'autres traitements. Mais ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir aller traiter une problématique ou changer un complexe. Ou plus on va aller profondément dans la peau, plus il va falloir donner un investissement, parce que plus on rentre profondément dans la peau, plus il y a des risques, plus il doit y avoir des formations, plus il doit y avoir... Donc oui, il faut absolument mettre l'idée du prix secondaire à l'arrière, en tout cas dans la prise dans la prise de renseignements. Après, exactement. Après, on voit comment on étale, quelles sont les modalités de paiement. Absolument. Si on ne retient que ça du podcast pour nos clients, on va avoir fait du bon chemin pour eux, je pense. Absolument, absolument. Si on retient que la pédagogie, de comprendre la pédagogie de ce qui se passe dans notre corps, de comment nous, en tant qu'individus, on va pouvoir continuer à travailler à la maison avec les produits, et que on fait confiance à la personne sur, même si on étale, mais on va obtenir nos résultats. C'est absolument... Ça me fait penser un petit peu aux techniques d'alignement dentaire. On ne peut pas arriver demain matin et dire en 15 jours, je veux que mes dents elles soient alignées. Puis un alignement dentaire, ça a un certain prix. Ça se prend sur la longueur. Mais je pense que comme le médico-esthétique est un peu perçu comme un luxe ou un choix, il n'y a peut-être pas cette adéquation comme il y a chez le dentiste, par exemple, comme quoi c'est vraiment nécessaire pour arriver à un certain résultat. On voit ça un petit peu comme se payer la traite, un luxe. Mais par contre, il ne faut pas oublier le mot médicaux avant le esthétique dans notre cas, dans notre clinique. Et c'est vraiment, c'est sérieux, quoi. C'est des traitements qui peuvent vraiment améliorer sa vie, mais aussi si c'est mal fait ou les gens sont mal formés, ça peut être très destructif, en fait. Absolument. Puis il y a aussi se payer la traite ou le luxe, mais de plus en plus dans notre milieu médico-esthétique, on travaille beaucoup sur la prévention. Ça veut dire que avoir une peau en bonne santé, ça nous évite d'utiliser des mots qu'on ne veut pas utiliser plus tard aussi, que ce soit notamment avec le BBL qui travaille vraiment sur la santé de la peau. Maintenant, on le sait, les biostimulateurs travaillent également sur la qualité et la santé de la peau. Tout ça amène aussi à travailler. C'est pas juste se payer la traite, changer quelque chose qui nous a complexé depuis toute notre vie, qui nous empêche de animer des réunions, des conférences ou des choses comme ça. C'est pas juste se payer la traite. Il y a un investissement psychologique et émotionnel derrière qui est pas du tout à négliger. Et oui, c'est ça. J'adore. Ouais. Oui, j'adore. Qu'est-ce qui serait est-ce qu'il y a un conseil que tu n'as pas encore partagé, que tu aimerais partager finalement avec les patients qui nous écoutent? Un dernier conseil? Un dernier conseil, ce serait vraiment de ne pas négliger tout ce qui va être la skincare, donc tout ce qui va être les soins à la maison, que ce soit des soins préparatoires. En fait, j'ai 2 conseils. Okay. Donc, les soins préparatoires, absolument indispensables. Quand plus on veut avoir des bons résultats lorsqu'on fait un traitement, plus il faut accepter d'avoir une peau qui est préparée à le recevoir. C'est comme mettre du gaz dans le char. C'est vraiment l'idée d'avoir... Mais d'ailleurs, ça serait un red flag, non? Quelqu'un qui te propose un traitement sans
préparation, Sans préparation avant ou sans après, produit après, c'est un red flag. c'est un red flag. C'est absolument un red flag. D'accord. C'est pas parce qu'on veut vendre Non, absolument. et atteindre nos quotas de Mhm. vente, là. C'est vraiment, il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux dans nos produits de grade médical Mhm. qui viennent, donc on a une ligne à nous, là, chez Vic Park, puis ça a été conçu pour aller avec nos traitements. C'est Mhm. pas c'est pas une histoire qu'on se raconte. Non, absolument. C'est vraiment des ingrédients qui sont cliniquement prouvés pour supporter les traitements. Comme un CO2, c'est très sérieux comme C'est traitement. absolument très sérieux. Il faut avoir des soins pour la rémission, Ouais. mais aussi des soins pour faire perdurer dans le temps. Ouais. Je pense que ce serait très mauvais pour une clinique de voir un patient de façon trop régulière pour la même problématique. Parce que la personne ne sait pas comment l'entretenir à la maison. C'est une très mauvaise publicité. Moi, je leur dis toujours, dans mon rôle au niveau de la consultation, c'est de faire en sorte aussi que les traitements que vous faites à la maison vont faire qu'on va vous voir moins souvent que si vous continuiez à vous mettre directement au soleil avec de l'huile à frire sur le visage. Ouais. C'est vraiment dans cette idée-là. Donc, la skincare, c'est extrêmement, extrêmement important. Travailler avec des ingrédients médicaux de grade médical, c'est très important. Et un autre conseil, si votre consultant ou votre professionnel de la santé dit oui à tout, c'est un problème. Il faut avoir quelqu'un qui est capable de vous dire non, là, on dépasse certaines limites, là, c'est dangereux, là, ce n'est pas du tout approprié à votre personne, ou côté, vous avez vu ça sur Internet, c'est formidable, je vais vous expliquer d'un point de vue pédagogique pourquoi ça ne peut pas marcher pour vous. Quelqu'un qui est capable d'utiliser la négation sur une croyance que vous avez, ça peut être un red flag. Oui, puis je connais des prestataires qui me disent que leurs clients vont parfois aller ailleurs, même parce qu'ils le veulent. Absolument. Exemple, on cite souvent les injections aux lèvres qui ont un très bad rap là, dans le monde du médico-esthétique parce que c'est ce qu'on remarque là, souvent, c'est des injections aux lèvres trop volumineuses. Absolument. Souvent, moi, ce que je dis à mes amis, c'est que cette personne-là voulait ses lèvres comme ça. Souvent, nous, on va dire non. Chez Vic Park, mais souvent, ils vont aller ailleurs. Il faut, en tant que compagnie ou que prestataire de service, on est à l'aise avec ça, en fait. Absolument, mais ils vont peut-être aller justement chez cette personne qu'on disait dans le sous-sol de cette personne pour faire cette injection qui est pas chère et qui est pas calibrée dans une image de marque, parce qu'il y a quand même une image de marque dans le naturel à vouloir entretenir. Mais ça va aussi avec des risques. Ça va avec le risque que cette personne-là, peut-être un jour, ses grosses lèvres, elle va vouloir les enlever, elle va se retrouver avec de l'excédent de peau, ou il va y avoir une migration, ou il va y avoir une nécrose. Je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent aller derrière ça. Et peut-être aussi que de dire non à cette personne va la ramener dans une certaine réalité de est-ce que ce que je vois dans le miroir est la réalité? On n'en parle pas, mais il y a aussi beaucoup de dysmorphie. Des gens qui ont tendance à ne plus voir la réalité telle qu'elle est et à se fixer sur des choses qui ne sont pas. Et des fois, avoir un non peut amener mais un non doit s'accompagner d'une explication et d'une pédagogie. Encore une fois, rappelons-nous qu'on est vraiment aussi dans un milieu où il faut mettre quelque chose de très humain à l'extérieur avec ça. Dire non à quelqu'un pour lui dire non, ça n'a aucun intérêt. Mais peut-être que ça va créer aussi quelque chose chez cette personne-là, peut-être une prise de réalité à un moment donné. Mais ça, c'est un green flag majeur. Absolument. Quand le prestataire est capable de dire non. Puis moi, je me suis déjà fait dire non chez Vic Park. Et justement, tu sais, c'est sûr que ça fait mal un peu à l'ego parce qu'on se fait dire non puis on n'aime pas ça, surtout quand on paye pour les services. Absolument. Donne-moi ce que je veux. Mais par contre, ça fait réfléchir et je respecte davantage par la suite l'opinion du médecin ou du prestataire de service. Mais la différence, c'est que c'est un service qui est fait, mais ce n'est pas un service qui est dû. On n'est pas, je veux dire, on n'est pas dans l'obligation d'honorer au risque de salir sa réputation, au risque. On est là l'esthétique est là pour passer d'une condition à une condition améliorée. On n'est pas là dans l'idée, on est là pour optimiser, on n'est pas là dans l'idée de complètement modifier et altérer quelque chose sous le caprice d'une demande. Non, on doit pouvoir, mais on doit pouvoir aussi trouver un compromis, mais c'est pas un service qui est dû. Oui, j'adore. Justement, je vais prendre un petit tournant. Les photos avant-après. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? On peut leur faire confiance quand elles ne sont pas cherchées sur Google Images.
Parce Ok. que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. OK. C'est-à-dire que aller dans une clinique qui prouve, qui montre des photos avant-après de tes vrais Ouais. patients à l'interne, fine. Une Ouais. clinique qui va montrer lors d'une consultation Google Images avant-après telle technologie qui Ouais. n'a pas de photos de sa propre clinique à Ouais. montrer, Ouais. bah là, on est sur un red flag. D'ailleurs, on a des cliniques en Alberta et c'est le règlement dans la province de l'Alberta Mhm. que les cliniques n'ont pas le droit d'afficher des photos avant-après qui ne proviennent pas de cette clinique-là. Ça devrait être Je suis absolument partout d'accord, pareil. j'adore. Ouais. Et donc, en fait, nous, sur notre site, on a un peu abordé cette philosophie-là Mhm. sur notre site, quoique Vic Park, c'est la bannière, donc on a pris des photos à travers toutes nos cliniques. Mais en Alberta, même sur les réseaux sociaux, on ne peut pas afficher, notre clinique d'Alberta ne pourrait pas afficher les résultats de ta clinique du Vieux-Montréal. Oui, mais Par exemple. c'est aussi logique parce que même à Ouais. l'interne, c'est sûr qu'on tend à ce que on rende homogène absolument tous Ouais. les traitements et tous les protocoles. Mais même à l'interne, les expertises Ouais. différencient d'un médecin à l'autre, les approches Ouais. différencient d'un médecin à l'autre, fait que puis il y a un côté artistique aussi, notamment au niveau Ouais. des injectables, par exemple, Ouais. qui fait que on peut pas généraliser, on peut pas dire « Ah ben, le médecin à 25 km a fait ça, je Ouais. vous montre la photo. Ouais. Nous, on l'a jamais fait ici, mais regardez, Ouais. c'est ce qu'on a fait. » Il y a quand même quelque chose de... Ouais. C'est ça. Ouais. Oui, mais justement, ça, c'est une question à se poser également quand quelqu'un nous propose des photos avant-après. Mhm. Et non seulement est-ce vous qui l'avez fait, mais qu'est-ce qui a été fait exactement dans ces photos-là? Absolument. Parce que même chez nous, nos meilleures photos avant-après, comme tu disais tantôt, il y a tout un protocole. Il y a tout un C'est protocole qui est fait derrière. rare que ce soit... En fait, on ne pose jamais Mm. un BBL, par exemple, là, parce Oui, absolument. qu'on ne voit pas vraiment de résultats. Mais on va souvent, les meilleurs résultats, nos meilleurs avant-après, c'est 4 BBL, Mm. un Halo et un Moxie, par exemple. Mais là, Absolument. non, en fait, ça n'a aucun sens. Non, Non. le Moxie après le Halo, ce serait peut-être Ça intense. serait trop. Ouais. Bon, 4 Mais BBL, un Halo, déjà là, et de la vitamine C, par exemple, là, déjà là, Il y a un changement de qualité de peau absolument Mais phénoménal. c'est vraiment un protocole de traitement de A à Z. Absolument. Puis ça, il faut que ce soit marqué sur les photos. Oui, je suis d'accord. Et je pense même qu'une idée qui pourrait être absolument donnée, c'est de montrer une évolution du même patient. Voici ce que ça a donné après 4 BBL, une fois qu'on a rajouté Ouais. son Hello. Et finalement, quand il a fait 1 an Ouais. sous vitamine C de grade médical, Ouais. ça pourrait être quelque chose qui pourrait être une transition visuelle qui serait absolument percutante. Ouais. Mais il faut comprendre que on va de plus en plus dans une approche qui est extrêmement holistique, sur lesquelles on va Ouais. aller travailler sur différentes couches de la peau et Ouais. la skincare à la maison. On va même maintenant commencer à parler pas mal au niveau hormonal, au niveau Ouais. vraiment, c'est complètement holistique. Quand on veut des résultats, quand on veut les maintenir, que ce soit juste pour s'embellir ou pour vraiment aller travailler des problèmes plus profonds, il faut voir l'évolution par rapport au nombre de traitements. Ouais. Ouais. Alors, c'est une très bonne question à poser. Alors, au fond, ça conclut pas mal notre podcast. Je pense qu'on a abordé énormément de sujets. J'ai beaucoup parlé. J'adore, mais même moi, j'ai appris des trucs. Donc, vraiment, c'est dur de naviguer notre monde médico-esthétique. Mhm. Si on retient 3 choses, en fait, dans ma tête, c'est il faut poser des questions, il ne faut pas Mhm. être gêné, Mhm. il faut aller chercher un protocole complet. Et ça inclut potentiellement se faire dire non. Mhm. Et il faut s'investir en tant que patient Il faut dans le s'investir. processus. Absolument. Et faites confiance à votre instinct à un certain moment. C'est-à-dire que quand Mhm. vous vous dites « Ah ouais, je sais, c'est pas cher, mais j'ai vraiment envie de me payer ça en ce moment », réfléchissez, voyez si vous vous sentez confortable quand vous êtes accueilli, si vous sentez... Vous ne devez pas sortir d'une première consultation avec une plus basse estime de vous que ce que vous aviez au moment ça, où c'est vous rentriez. clé. Ouais. Ah, mais ça, on n'en a pas parlé beaucoup, mais Mm. j'aimerais ça en parler un petit peu plus. Donc, si on a, comme tu dis, là, cet instinct-là, comme qu'on on s'est fait dire qu'on était moindre ou, tu sais, Mhm. bon, c'est négatif, hein? Et donc, ça, c'est un major red flag, en fait. C'est un majeur red flag parce que la personne n'a pas demandé un certain consentement. Quand on commence Mhm. une consultation et qu'on laisse parler le patient, qu'on prend des notes, qu'on regarde d'où est-ce qu'il vient, quel est son background, avant, voilà, quand on lui donne le miroir, montrez-moi ce qui vous plaît pas, on commence à faire le tour, on voit, nous, en tant que professionnels, autre chose. Ouais.
Il faut demander à la personne, est-ce que moi, maintenant, vous me permettez que moi, je vous dise ce que je vois? Si la personne, elle dit directement, non, mais moi, je suis venue juste pour mes taches pigmentaires, Ouais. fine, on arrête là, on travaille sur les taches Ouais. pigmentaires. Si moi, par contre, je suis capable de pouvoir dire que ces taches pigmentaires viennent d'un certain type d'inflammation, parce que je suis capable de reconnaître des choses, on va aborder un plan de traitement qui va être différent. Mais quand on aborde même du corps ou quoi que ce soit, il y a un moment donné, il y a une certaine conscience du professionnel de la santé à rendre la personne à l'aise, dans la Ouais. confiance à ce moment-là. Il Ouais. est hors de question que la personne reparte chez elle complètement abasourdie et se dise « Ok, il va falloir absolument que je prenne ces traitements-là parce que là, il a mis le doigt Ça, sur c'est un red tellement flag. de nouveaux complexes. » C'est pas ça. Non. On n'est pas là du tout. Non. On n'est pas là du tout. Après, on est là pour faire une analyse complète et que Ouais. la patiente se sente dans une expérience prise en charge jusqu'au bout. Ouais. Mais on est là pour améliorer une condition et pas pour l'empirer, que ce soit Mais même comme tu psychologique. dis, oui, exact. Puis comme tu dis, tu sais, si quelqu'un est devant toi, puis son feedback envers elle-même devant le miroir, c'est que j'ai l'air fatiguée, j'ai pris un petit coup de vieux récemment, et elle te parle de ridules, mais toi, tu vois des taches pigmentaires. Un green flag, pour moi, serait de dire, oui, on pourrait adresser les ridules avec un peu de neuromodulateur au niveau des pattes doigts, etc. Par contre, si vos taches pigmentaires vous dérangent, ça va vous donner un éclat, un glow, ça se fait dans le C'est ça. respect. Absolument. Surtout quand les gens, c'est quand les gens sont plus vagues, comme là, tu viens de donner un très bel exemple de je me sens fatiguée, visuellement, je me sens fatiguée. Bon, c'est sûr que les rides vont jouer beaucoup, mais on en a Ouais. déjà parlé, les taches pigmentaires vont jouer encore plus. Plus. Il y a des études qui montrent qu'à photo égale, sur un panel de personnes, on a pris une photo qu'on a modifiée par intelligence artificielle, on a retiré les taches pigmentaires. La personne qui aura toujours ses rides mais les taches pigmentaires paraîtra plus jeune et plus en santé selon un panel de personnes. Et si la personne me présente comme une condition générale de « je me sens fatiguée, je vois que j'ai vieilli », qu'est-ce que vous voyez? Je vais y aller all-in sur qu'est-ce que je vois et comment améliorer sa condition en passant par mon ordre de priorité Ouais. à moi. Par contre, si elle m'a pas donné ce consentement-là et qu'elle vient avec une certaine problématique, je vais pas amplifier une autre problématique comme vous auriez pensé à faire une rhinoplastie liquide parce que votre nez, je veux dire, là, on arrive, la personne, elle ressort de là. Ouais. C'est sûr que déjà, on va se manger un mauvais commentaire sur Ouais. Internet parce que la Ouais. personne, on l'aura choquée, mais c'est sûr qu'elle va devoir investir à un moment donné dans sa rhinoplastie Ouais. parce que quelqu'un lui a créé un nouveau complexe. Ouais. Puis je pense que dans Ouais. notre jeunesse, on a tous eu des complexes qui se sont développés par des mots qui ont Ouais. été donnés, notamment dans notre adolescence. Ouais. On n'en est plus là actuellement. Ouais, non. On n'est pas là pour avoir des nouvelles personnes Non, qui on rajoutent n'est pas ça intéressé. là-dedans. Non, c'est ça. Non. Ouais. Mais moi, le conseil que je donnerais, c'est d'être honnête avec soi-même face à ce qu'on veut. Donc, Absolument. si tu veux que tes ridules, dis-le à ton conseiller. Si tu veux un assessment généralisé sur ton apparence, dis-le également. Donc, ça nous revient en tant que patient d'être très clair, d'être honnête dans ce qu'on désire comme feedback. Si tu es super sensible, puis ça va vraiment te rapetisser, si tu veux, là, des feedbacks, demande-les pas. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Absolument. Si après, tu veux un assessment 360, vas-y avec un esprit ouvert. Puis après, c'est aussi à nous, en tant que consultants, que ce soit des consultants comme moi, ce que je fais, ou n'importe quel professionnel de la santé, dans notre milieu, d'essayer des fois de mesurer l'impact des mots qui sont donnés pour pouvoir justement accompagner peut-être une analyse qui n'était pas initiale avec quelque chose de bienveillant. D'y aller toujours avec une partie de bienveillance à l'arrière de ça va amener vraiment un rapport de confiance qui va permettre qu'on va pouvoir établir des conversations. Peut-être que cette personne-là va pas nous parler d'un complexe, mais qu'on va avoir commencé à traiter, par exemple, je sais pas, on va commencer à lui avoir traité des taches pigmentaires, puis elle va se sentir tellement bien avec sa technicienne qu'elle va lui parler de quelque chose d'autre qui n'aurait pas été abordé en consultation initialement parce qu'elle avait besoin d'être en rapport de confiance. Il faut prendre son temps. Faut être patient. Ouais. Cyril, merci infiniment pour tout ton temps, mais surtout tes conseils, ton honnêteté, ta clarté. Tu t'exprimes super bien. J'ai beaucoup appris. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos patients? Non, je pense que j'ai pas mal... un dernier mot à dire à nos patients, oui, ça c'est sûr. J'ai envie de dire à la fois, soyez critiques sur l'endroit à laquelle vous allez, et une fois que vous êtes rentré dans le process, trust the process.
Faites confiance à la personne. Une fois que vous avez donné votre confiance à cette personne-là, que vous avez été capable de jauger qui elle est, quel est le degré de confiance que vous pouvez avoir avec cette personne-là, trust the process, parce que il y a plusieurs étapes. S'il y a plusieurs étapes, allez avec les plusieurs étapes, peu importe le temps que ça prendra, ça vous donnera les meilleurs résultats et vous aurez l'impression d'avoir placé votre investissement beaucoup mieux que si vous aviez pris l'étape la plus petite. J'adore. Donc, tous les liens seront dans les notes du podcast. Cyril, encore une fois, est à notre clinique du Vieux-Montréal, que vous pouvez retrouver sur vicpark.com, vicpark.com. Et à vous qui nous écoutez, merci d'être là. Si cet épisode vous a ouvert les yeux ou vous a aidé vous-même, n'hésitez pas à la partager à vos proches. On a, je pense, partagé énormément de perles rares puis énormément de messages qui doivent être entendus par la population. Comme on disait, c'est vraiment une industrie qui est en croissance fulgurante, mais les gens savent pas par où commencer. Et je pense que cet épisode leur a vraiment, saura vraiment les épauler là-dedans. On va poster sur nos réseaux encore plus de contenu à ce niveau-là. Donc, suivez-nous également sur Instagram, Medispah Victoria Park. Et à bientôt. Continuez d'incarner votre extraordinaire.